Bonjour et bienvenue dans notre série de vidéoconférences sur la thématique Regard croisé sur l'autisme pour notre campagne de sensibilisation. Cette année, l'opération Chaussette Bleue n'a pas lieu sur la place publique, mais de manière virtuelle, à travers vos écrans et par notre chaîne YouTube Autisme en Action. Aujourd'hui, comme invité, nous avons le plaisir de recevoir Danielle Dave sous la thématique un peu particulière, je vous inviterai à la découvrir, côté pile, côté face. Danielle, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Bonsoir. Flora, bonsoir, merci Flora de m'avoir invitée. Alors Daniel, je voudrais que tu te présentes et que tu nous racontes un peu ton parcours, qui tu es et pourquoi aujourd'hui tu es là avec moi pour cette discussion, cette rencontre. Euh, voilà tout un programme. Je vais commencer par le début de mon histoire, ce sera le plus simple. Donc, je suis née en 1965 et ben, à l'époque, on ne parlait pas d'autisme ni quoi que ce soit. J'étais la cinquième fille de ma maman, enfin le cinquième enfant de ma maman. Et ma maman s'est posé des questions quand j'étais petite parce que je ne bougeais pas, je ne faisais rien, je pleurais beaucoup. Et puis, à l'âge d'un an, je me suis mise à parler comme un avocat, va-t-on dire. C'est un peu l'histoire que ma maman raconte. Et donc, elle ne s'est plus préoccupée. Et puis, je suis devenue une petite fille finalement très sage. J'ai appris à lire toute seule. À l'école, je dévorais tout ce qu'on me donnait. Mais je ne jouais pas, je ne savais pas jouer et on expliquait ça à l'époque par le fait que j'avais une grande maturité. Mais donc on comprend bien que ben, j'étais tout à fait en décalage par rapport aux autres enfants, que j'avais des difficultés d'intégration, de relations sociales. Mais à l'époque, on ne Oui, connaissait pas oui. ça. Tu étais une petite fille plutôt réservée, timide. Est-ce Ah que tu non, pas avais du des tout. amis ou J'étais plutôt le petit professeur, celle qui sait tout, donc j'étais fort appréciée des adultes, mais très détestée finalement par les autres enfants parce que je les reprenais toujours, je me disputais, j'étais celle qui voulait avoir raison. En réalité, c'est pas que je voulais avoir raison, c'est que je voulais que les choses soient comme elles doivent être. Voilà, ça j'étais me très... rappelle quelque chose, ça. Oui. Et donc, en grandissant, ben, on a expliqué mes difficultés sociales comme étant liées au fait que j'étais première de classe. Puis plus tard, à l'adolescence, j'étais dans un lycée assez réputé. Et comme je suis une enfant d'ouvrier, bon, on me disait que je n'avais pas d'amis ou que je n'étais pas dans les cercles à la mode, ben, parce que j'étais fille d'ouvrier. Et donc, tout au long de mon enfance, mon adolescence, ben, les difficultés que j'avais, qui ne m'empêchaient pas finalement d'avoir un parcours scolaire tout à fait brillant, ça peut paraître un peu Oui, présomptueux, mais c'était le cas, ben, ça masquait des tas de difficultés que l'on justifiait par ce parcours tout et à par fait ma condition atypique. sociale. On comprendra plus tard que ce n'était pas tout à fait ça. Puis je suis allée à l'UNIF, là j'ai fait des sciences fortes, j'ai fait la biologie. Au niveau des études, ben, c'était le tout ou le rien. Soit j'excellais dans les matières que j'aimais, et puis les matières avec lesquelles j'accrochais pas, c'était des codes d'exclusion. Donc ça a valu des cheveux blancs à certains de mes professeurs qui ne savaient pas s'il fallait m'arrêter, me faire repasser une deuxième session pour que je puisse avoir une grande 10. Ou, enfin voilà, c'était un peu chaotique. Mais bon, finalement, je m'en suis quand même bien tirée. Mais alors après, ben, je me suis retrouvée sur le marché de l'emploi sans réussir aucun examen final dans les entretiens d'embauche. Donc, je réussissais bien toutes les épreuves techniques. J'étais sélectionnée jusqu'à la fin. Et puis, quand je me retrouvais face à comment dire, donc à la sélection finale, où il ne restait plus qu'un ou deux candidats, eh bien, là, je me faisais systématiquement recaler. Et c'était chaque fois pour des détails, j'ai pu comprendre par après, des détails de méconnaissance des codes dans l'entreprise pour laquelle je postulais, méconnaissance des codes vestimentaires, ça a été jusqu'à ce point-là, ou absolument aucun sens de la hiérarchie. Je me souviens avoir reclappé un de, une personne qui aurait pu être mon futur chef. Il voulait me raccompagner en voiture jusque chez moi parce que j'habitais sur son trajet. Il faut savoir que
je me rendais à Bruxelles en train, et puis donc lui voulait me déposer parce qu'il venait de la même région que moi. Mais comme moi, ma maman m'avait appris de ne pas monter en voiture avec des inconnus, ça peut paraître naïf, mais et donc sachant que, c'est une anecdote, hein, mais sachant que un monsieur qui propose à une dame lors de son premier rendez-vous de la ramener chez elle, ben, ça ne va pas du tout. C'était Et donc, moi, inapproprié. j'ai mis le monsieur à sa place en disant: ah non, monsieur, j'ai mon billet de train, je ne reviens pas avec vous. Ben, il est évident que je n'ai pas eu la place, hein. Voilà, j'avais toujours ce genre de casserole que je traînais comme ça. On me surnommait Gaston, Gastounette. Donc, j'étais plutôt, je me voyais comme quelqu'un qui rate toujours tout sans comprendre pourquoi. Je me voyais comme quelqu'un d'un peu persécuté et je me voyais comme quelqu'un qui n'avait pas de chance. Mais bon an, mal an, ben voilà, je me suis mariée avec un monsieur qui avait fait des études en photo, donc on a construit un commerce de photo à nous deux. Ça a bien été parce que, voilà, en étant, enfin, en étant moi-même, entre guillemets, mon propre chef, Tu je pouvais savais pas gérer trop les de la choses comme tu l'entendais, j'imagine. voilà, et au niveau des compétences pour mettre en place le magasin, j'avais fait des contrats de remplacement dans un magasin où il y avait un commerce, allez, un comptoir photo. Donc, bon, tout ça, j'avais pu le mettre en place dans notre propre magasin. Donc, voilà. Et alors, j'ai eu des enfants. J'ai eu ma première fille, puis 3 ans plus tard, ma seconde fille. Et là, on va dire que ma vie a basculé. Il y a eu un avant et un après. Tu Bon, avais quel âge à ce moment-là? comment? Tu avais quel âge à ce moment-là? J'avais 35 ans. Donc, 35 ans, 33, pardon. 33. J'avais 33 ans. Et donc, ma petite Natacha est arrivée. Et dès le départ, c'est un enfant qui a posé beaucoup de problèmes. J'en parlerai plus tard, hein, mais Oui, donc, on aura l'occasion de parler de Natacha plus tard. en résumé, donc, Natacha a eu un diagnostic d'autisme modéré à sévère avec retard mental important à l'époque. Euh, et les personnes les spécialistes qui ont suivi Natacha et qui ont été amenés à faire les évaluations, donc à me rencontrer souvent, à m'aider, à mettre en place des techniques pour le suivi éducatif, L'accompagner. l'accompagnement de ma fille. Excusez-moi, je m'y perds un peu. Mais c'est toujours émouvant de parler de son enfant et de ces Oui. époques-là. Mais ces personnes-là se sont rendues compte que mais je fonctionnais de manière particulière et eux reconnaissaient des choses qui leur étaient familières. Et donc, moi, en allant aussi à des conférences et en voyant le monde de l'autisme, en le découvrant, je me suis rendu compte qu'il y avait des choses qui étaient quand même… Daniel, un instant. Quand tu apprends que Natacha est autiste avec un retard et tutti quanti, tu n'y connais rien, mais tu as quand même fait des études universitaires en Oui. sciences et tout ça. Donc, tu avais déjà entendu sans doute parler de l'autisme. À ce moment-là, tu n'as pas encore l'idée, la moindre idée que ça te concerne plus Ah particulièrement. non, non, Pendant que ta non fille faisait seulement, les tests, les questions et tout ça, ça ne t'effleure pas l'esprit. non, parce qu'à ce moment-là, et c'est ça l'ironie de l'histoire, pour moi, l'autisme, à ce moment-là, ma croyance de l'autisme, c'est que c'est une psychose infantile causée par une mère frigidaire. J'ai cette vision-là de l'autisme. Et moi, je sais que je n'ai pas du tout ça. J'ai une première petite fille qui va très bien, et j'ai une relation avec ma fille Natacha en tant que maman. C'est une relation tout à fait qui est difficile, mais ce n'est pas une relation froide. J'ai allaité Natacha jusqu'à ses 6 mois, malgré le fait qu'elle avait des problèmes de déglutition, d'alimentation, etc. Mais j'ai allaité mon bébé, je ne l'ai pas du tout rejeté, et ma première fille se développait très bien. Donc, et comme j'avais cette vision-là de l'autisme, ben, chaque fois que je voyais sur des moteurs de recherche autisme, je n'allais même pas voir de quoi il s'agissait, jusqu'au jour où je me suis quand même un petit peu mieux intéressée. Et là, je me suis rendu compte que mes croyances étaient complètement à côté de la plaque et que effectivement ma petite fille était bien bel et bien dans le spectre de l'autisme, mais que c'était pas du tout ce que je pensais. Et donc finalement moi-même j'ai été amenée à faire une évaluation avec un bilan diagnostique et on avait les biens mis en évidence après entretien avec mon mari à l'époque, avec ma maman, pour reprendre toutes les anecdotes depuis mon enfance
jusqu'à l'âge adulte, revenir dans mon passé, eh bien, il y avait assez d'éléments pour mettre l'étiquette, enfin, pour poser le diagnostic de syndrome d'Asperger à l'époque, avec un coefficient intellectuel très, très préservé, parce que j'ai eu un quotient très, très haut, qui m'a certainement permis de développer des compétences d'adaptation. Des stratégies, comme on Des dit, stratégies, oui, des voilà. stratégies d'adaptation et qui en même temps peuvent parfois cacher ou camoufler les signes d'autisme dits visibles. Ouais, ouais, ouais. Et quand tu découvres tout ça et que tu réalises que tu l'es, tu as à peu près 33-34 ans. Là, j'ai 35 ans. Enfin, J'ai eu une troisième petite fille qui a 9 mois, qui va très bien. Mais je suis un peu perplexe parce qu'en même temps, tout ce que je lis dans les livres, je m'y retrouve, y compris dans les problèmes sensoriels, y compris dans l'absence d'imagination, bien une imagination assez particulière. Oui, je m'y retrouve complètement, mais enfin, c'est pas évident, quoi. Ça m'est tombé dessus. Voilà, je ne m'y attendais vraiment pas. Mais d'un autre côté, je suis retournée comme un gant qu'on retourne. Et je me rends compte que j'ai plein d'explications à des choses qui ont été de travers pendant toute ma vie. Et je me déculpabilise par rapport à ce sentiment de moi qui fais tout de travers. Et je n'en veux plus non plus à d'autres parce que je me dis, c'est logique leur réaction par rapport à ma manière de fonctionner qui était envahissante. Quand j'avais des intérêts, mes intérêts prenaient le dessus sur tout et donc je ne comprenais pas pourquoi les autres ne me suivaient pas dans leurs intérêts, par exemple. Donc je finissais par faire fuir tous mes amis. C'est compréhensible. Donc je n'en ai plus voulu à la terre entière d'être cette personne qu'on rejette toujours. ce diagnostic t'a permis d'un peu revisiter ton passé, ta Voilà, relation avec les gens, mieux comprendre le oui. pourquoi du quand et du comment. Et ça t'a facilité? Ça a été un soulagement? Ça a Ça été… a été un grand, grand soulagement. Mais alors, il y a eu un chemin énorme parce que, évidemment, maintenant, on est 20 ans plus tard, donc c'est un peu difficile de se remettre vraiment dans ces moments-là, hein, parce que j'ai tellement évolué depuis. Évolué dans le sens, pas devenir meilleur, hein, mais évoluer dans le sens, la compréhension des j'ai choses. tellement retravaillé des choses, parce qu'en fait, si je suis aujourd'hui là où j'en suis, c'est parce que j'ai dû retravailler toute ma manière d'être au monde des gens, hein, au monde social, comme quand on apprend une langue étrangère. Voilà, c'est Il y a vraiment mon ça. petit chat qui vient nous faire visite. Mon chaton. Qu'est-ce que j'allais dire? Daniel, Oui. ok, toi tu le découvres. Comment réagit ton entourage? Est-ce que tu en parles avec les gens autour de toi? Est-ce que tu gardes ça pour toi pendant un certain temps quand tu découvres que tu es autiste? Voilà, j'aime pas trop le mot Asperger, mais voilà, Ben, autiste. c'était comme ça. Mais en fait, j'en parle autour de moi parce que pour moi, c'est une délivrance. Et je pense à l'époque très naïvement que les gens vont le prendre de la même manière que moi, comme ah ben oui, elle était à côté de la plaque, mais c'était parce que ceci, parce que Il y cela. avait une bonne raison. Oui. Alors, bon, si je me penche un petit peu comme ça, c'est parce que j'ai un petit chien qui Hmm. vient me rejoindre. Moi, c'est mon Excusez-moi. chaton. Et elle pleurait de l'autre côté de la porte et c'était un peu compliqué. Voilà. Un bébé de 3 mois, golden, ça prend Ouais. bien. Et donc, tu Donc, découvres, tu t'informes, tu te oui, mais formes. alors à ce moment-là, à cette époque, je suis très investie dans les milieux associatifs pour venir en aide à mon enfant, comme beaucoup de parents le font, hein. Tout à fait, je Mais confirme. alors, je le dis, moi, dans mon milieu associatif, et j'explique que finalement, le fait que ça ne se voit pas à première, quand on ne vit pas avec moi, ça ne se voit Ouais. pas, mais c'est parce que j'ai un haut QI, c'est parce que j'ai 155 de QI. Mais moi, je dis ça tout naturellement Comme tu comme une dirais, flèche. voilà, j'ai les yeux verts ou j'ai les yeux Voilà, bleus. voilà. Et alors, je me rends compte à l'époque que là, je commets une bourde énorme parce que c'est pris pour de la vantardise.
Et Je je ne me rends pas confirme. compte et je comprends à l'époque, je comprends, mais avec sidération, que euh, avoir un très haut QI et le dire, c'est comme dire son salaire, ça ne se fait pas. Alors En on peut Belgique, dire, hein, il y a des pays où on parle librement de ce genre de choses, mais ici, c'est vrai que c'est malvenu. voilà, ça paraît prétentieux, ça paraît, oui, Or que toi, c'était juste à titre informatique pour mais oui, expliquer oh, pourquoi tu arrivais à compenser mais certaines oui, difficultés qui sont propres aux personnes autistes et plutôt visibles, et pour expliquer un peu le côté invisible de oui, ton autisme. mais là où c'est assez cocasse, c'est que par exemple, il y a des parents qui me disaient, oh mais alors mon enfant, il va devenir comme toi. Ah oui, Mais moi, je voyais que l'enfant était comme ma Natacha, qui a un retard mental important. Alors moi, je disais très sincèrement, vraiment, ça fait du cœur. Ah mais non, 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 pas du tout, parce que il n'a pas 155 de QI, il n'y arrivera pas. On fera son possible. Mais alors, évidemment, enfin voilà, c'est un peu, ça paraît caricatural, mais c'était, ah voilà, non, mais j'étais comme ça, brute de décoffrage, sans filtre. ouais, ouais. Et maintenant, ça, avec les années, avec l'apprentissage des choses, avec la connaissance et tout ça, tu as appris un peu à moduler ou pas? Oui, C'est mais faisable disons ou que pas? je me suis fait tout mon catalogue des règles non dites. J'ai une espèce de… Tu Mais nous oui, l'envoies, Autisme en Action, on sera bien preneur avec ce mais, fameux catalogue, ça serait oui, sympa. oui, oui, mais en fait, chaque fois que je me trouve dans une situation où je vois, j'ai appris à voir que j'ai appris à regarder les gens, ce que je ne faisais pas avant, et à voir sur leur visage qu'il y avait quelque chose qui me disait, ah là, Ça va pas. ça va pas. Et à ce moment-là, j'utilisais beaucoup soit l'humour ou soit, ça dépendait des gens, mais je disais, j'ai dit quelque chose qui ne va pas, hein, là. Aidez-moi, qu'est-ce que j'ai dit de travers? Et j'ai cette chance d'être très spontanée et d'être un peu rigolote. C'est vraiment une chance, hein. Oui, oui, tout à fait. Vraiment une Tout chance. à fait. Et donc, voilà. Mais il y a des gens avec qui ça ne marche pas du tout, mais finalement, j'ai appris à balayer un petit peu devant ma porte et ne plus aller que vers les gens qui vont me tirer vers le haut. Je vais dire ça comme ça. Daniel, tu découvres que tu es autiste, tu découvres que tu as un QS à 155, tu découvres toute la différence et toutes les particularités qu'il y a, tu mets en route des stratégies, tu observes, tu as un enfant, tu découvres en même temps que ton enfant grandit, tu réalises toutes les difficultés et tout, les propres difficultés, le regard des autres en face de toi. Tu dois cheminer, tu dois trouver ton chemin, tu t'investis dans des associations. Et c'est un parcours du combattant quand même, hein. C'est un Oui, oui. parcours du combattant intérieurement, mais aussi extérieurement pour ta fille. Euh, Aujourd'hui, comment arrives-tu à trouver ta place dans la société? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu ne travailles pas? Est-ce que c'est… Parce que la plupart des personnes autistes ont des grandes difficultés, malgré leur diplôme et malgré des QI très élevés pour certains. Le problème numéro un, c'est l'emploi. Il y a Oui. plus de 80% de personnes autistes qui n'ont pas d'emploi. Mais en fait, d'abord, les 10 premières années de ma vie professionnelle, c'était comme conjoint aidant du magasin qu'on avait créé avec le papa de mes 3 premières filles. Puis après ça, j'ai divorcé. Pas longtemps après mon diagnostic d'ailleurs. Ça a vraiment balayé ma vie, ça m'a fait évoluer. Je ne sais pas si c'est mon diagnostic ou si c'est le handicap de Natacha ou si c'était la vie, on ne peut pas dire. Mais enfin, L'ensemble de toutes ces choses qui font que, on voilà. a pris des chemins différents, le papa de mes enfants et moi-même. Et j'ai divorcé, je me suis remariée, j'ai eu une quatrième petite fille. Mais à ce moment-là, j'étais au chômage et j'ai pu m'organiser pour reprendre des études universitaires à Toulouse, chez Bernadette Roger, Mhm. pour faire un diplôme universitaire de spécialisation en autisme et troubles du développement. Donc, c'était
Il y a eu 10, 12 séminaires de 2 jours, un par mois. Ouais, Je ouais. partais à Toulouse. J'ai eu une chance extraordinaire. Oui, c'est très réputé à l'Université de Toulouse pour la formation en autisme. Irène Moselton, notre orthopédagogue et logopède Ouais. à Autisme en Action, a suivi ce même cursus. Ah ben voilà, il Voilà. faudrait que tu me la présentes pour Ah que… ben oui, mais tu auras l'occasion de la découvrir en vidéo. Elle l'a fait Oui. il y a bien des années, mais il paraît que c'est fort à la pointe et que c'est Ah oui, oui, très… je l'ai fait en 2007-2009, donc il y avait ce… mais ça se trouve, vous l'avez fait en même temps, hein. Je Je pense ne que me vous rappelle pas de êtes ce là. nom-là. Ça a été à peu près les mêmes années, peut-être. Ouais, ouais, Donc, ouais. il y a eu ces séminaires, et puis alors j'ai fait 2 semaines de stage ici en Belgique dans le cadre du DU. J'ai fait une semaine au CRAL, au Centre de ressources autisme de Liège. Je voulais voir comment un centre de référence travaille. Ça a été très enrichissant. Ça m'a permis de connaître notamment des personnes comme Marco Di Duca. Mhm. Et alors, j'ai fait un stage alors grâce à Théo Peters qui m'a mis en relation avec Marc Serreus, qui était Mhm. psychologue dans un établissement en Flandre où je voulais voir des personnes autistes avec de grosses difficultés cognitives et comportementales. Je voulais voir comment en Flandre on travaillait. Euh, et là, ben, je suis restée 5 jours là, sur site et j'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai vu que euh, nos, comment, nos compatriotes flamands euh, ont peut-être un avantage dans leur tournure d'esprit sur nos compatriotes wallons et bruxellois, c'est qu'ils ont un état d'esprit qui est parfois beaucoup plus terre à terre. Et j'aurais aimé que cet esprit terre à terre soit déjà, quand je dis terre à terre, c'est dans le sens très pratico-pratique. Oui. On ne s'embarrasse pas de considérations psychologiques, psychanalytiques, etc. En tout C'est une cas, bonne moi. chose. J'aimerais vraiment Et qu'on ait on va au but, on veut de l'efficacité, on veut des résultats, enfin, des du résultats. concret, quoi. Ici On et veut du maintenant, concret, voilà. action. Oui, voilà, voilà. On ne chipote pas, ça fonctionne, ben, tant mieux, ça ne fonctionne pas, c'est qu'il faut changer quelque chose et Tout on à fait. cherche et on cherche et on trouve. Ça, c'est dans la région flamande, quand tu fais ton stage, tu vois Oui, vraiment une grande différence par oui, rapport oui. à les prises en charge que l'on fait ici à Bruxelles et en Puis la Wallonie. collaboration avec les familles, l'état d'esprit du programme Teach, en fin de compte, c'est-à-dire euh, Oui, oui. mettre la relation parents, intervenants, personnes autistes en triangle, tous ensemble. Le Oui. parent est quand même le principal acteur du Tout à suivi de fait. l'enfant Un quand il est travail de petit. manière systémique, tous ensemble, pour Oui. permettre à l'enfant de s'épanouir au mieux. Et je pense que c'est Et la donc, seule façon de… oui. Et je fais mon mémoire, à ce moment-là, je fais un état des lieux sur la question de la vie affective et sexuelle en Belgique. Qu'est-ce qu'on a comme outil? Qu'est-ce qu'on a comme, qu'est-ce qu'on a à sa disposition pour l'accompagnement de nos Et c'était en enfants? quelle année, ça? En 2009. En 2009. Oui, parce que ça, c'est un sujet qu'on parle jamais, hein. Oui, C'est oui. très tabou. Alors, du coup, après ça, je commence à travailler un petit peu comme formatrice avec les équipes. Parce que mon but, c'était de pouvoir travailler dans le secteur de l'autisme. Pas comme thérapeute, je ne suis pas psychologue, je n'ai pas le titre et je ne veux pas de toute façon. Euh, c'est une question de déontologie. Je trouve que je suis trop partie prenante que pour être un thérapeute. Par contre, travailler avec les équipes, avec les familles, aider à mettre des choses en place, donner des formations, des conférences, etc. C'était ça mon but à l'époque. Je l'ai fait pendant un an et demi. Et puis, l'adolescence de Natacha est arrivée. Et là, ça a été la bérésina. Mon deuxième mariage a explosé. Et je me suis retrouvée toute seule avec 4 enfants. Donc là, repli sur soi. Enfin, Très compliqué. oui, très, très compliqué. Natacha est restée avec moi à la maison jusqu'à ses 18 ans en allant dans une école spécialisée. Je vais faire un raccourci. Et donc, à ses 18 ans, j'ai pu trouver un centre résidentiel où elle vit toujours là maintenant, depuis donc, ses 18 ans, ça va déjà faire 5 ans, moins tout, où elle s'épanouit, elle a vraiment une vie d'adulte, vraiment, Où elle est heureuse. elle est fort heureuse, elle est Elle est heureuse, et épanouie. où je suis partie prenante, c'est-à-dire que je suis complètement investie dans le partenariat, je suis prise en compte dans le partenariat
éducatif de ma fille, enfin éducatif, on ne dit plus ça pour un adulte, mais Oui. dans son évolution, je fais Tout partie. à fait. Tu participes et on t'écoute. Tu es totalement inclus dans le processus de l'accompagnement de Natacha. Oui, et j'ai pu aller jusqu'au bout du bout. Évidemment, ça, on ne peut pas demander à tous les parents de faire ça, mais il se trouve que j'en ai eu la possibilité et que c'était dans mon domaine de formation. J'ai pu, j'étais contactée par le CA à l'époque de l'institution de ma fille euh, pour remplacer, pour reprendre le mandat d'un parent qui terminait son mandat dans le CA, et il souhaitait avoir un parent, donc, mais qui ait des compétences pédagogiques. Donc, ils sont venus vers moi et j'ai pu Investir, aussi à ce participer niveau-là. au bien vivre dans ce centre. Oui. Alors maintenant, ben, évidemment, il y a eu le Covid. J'avais recommencé depuis que Natacha était dans ce centre. J'ai pu reprendre des activités professionnelles dans le domaine de la formation, donc la formation, le suivi d'équipe, conférences, tout ça, aussi dans le domaine de la vie affective, relationnelle et sexuelle, pas seulement dans l'autisme. Mais le Covid est arrivé, a de nouveau tout mis par terre, mais j'ai pu obtenir un emploi intérimaire dans le centre de suivi des cas de Covid-19, donc pour le tracing. Ouais, Là, je fais pour le moment un intérim de longue durée. Dieu merci, j'ai réussi à garder cet emploi. Ça, c'est une belle victoire pour moi parce que, bon, ben, c'est un emploi qui n'a rien à voir avec l'autisme, etc. Et j'y suis bien, j'y suis appréciée, donc c'est très chouette. Ce sera encore pour quelques mois. Mais en même temps, je recommence à donner des conférences et des formations parce que le secteur s'ouvre de plus en plus. On en a de plus en plus besoin, hein, et il y a des fortes demandes. Alors, Daniel, maintenant, avec le recul, quel est l'avantage et quel est l'inconvénient d'être une personne autiste? Est-ce que tu y vois des avantages? Oui. Est-ce que tu as vu des inconvénients en sachant qu'une personne autiste n'est pas l'autre? Excusez-moi, c'est Tigrou, je vais vous la présenter tantôt. En sachant, mais quand même, à partir du moment où tu as apprivoisé ce diagnostic, tu dis, ben voilà, c'est moi. Qu'est-ce que tu apprends? Qu'est-ce que tu vois par rapport aux autres? Tu dis, ah oui, bon, ok, je suis différent des autres, mais en même temps, j'ai des particularités. Quelles sont les particularités? Et ce n'est pas facile de répondre à Non, cette mais moi, ce question. que j'ai accepté tout de suite, et là, je vais peut-être lancer un pavé dans la mare, mais je vais le faire parce que c'est ce que je pense et chacun assume ce qu'il pense et voilà. Tu es là Chacun, pour donner ton opinion, donc voilà. vas-y. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, j'ai pu très, très vite réaliser que je, je suis complète en tant que personne, mais il me manque quelque chose. Un aveugle, il se sent complet en tant que personne aveugle, mais on sait qu'il lui manque la vision. Oui, Mais lui se sent complet, puisque un aveugle de naissance, hein, donc tout à lui se fait. sent complet, il s'est développé comme ça, mais on sait tous que dans la société où on vit, il a un déficit puisqu'il ne voit pas. Il a besoin d'aménagement, il a besoin de coopération avec les autres. Eh bien, moi, j'ai accepté qu'il me manquait aussi quelque chose et que je ne pourrais jamais l'imaginer. Donc, le fait de lire naturellement l'implicite, de décoder les relations sociales, etc., je ne sais pas le faire comme les autres. Je sais apprendre, mais il me manque quelque chose. Alors, je peux compenser très, très, très bien, mais quand je suis dans une situation nouvelle que je n'ai jamais vue, Et je vais inattendu. passer à côté de la plaque. Donc, je dois rester humble et ne pas me dire je deviens comme tout le monde. Non, il me manquera toujours quelque chose que je ne saurais pas sentir, je ne pourrais pas le sentir puisque je ne l'ai jamais, je ne l'ai jamais eu. C'est comme quelqu'un qui vit avec, qui naît sans avoir de bras, il va se développer sans connaître ce que c'est que d'avoir une main. Enfin voilà, moi je le vois comme ça. Donc pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une collaboration avec des personnes, je vais dire neurotypiques, hein, qui peuvent, sur lesquelles je peux compter pour me montrer ce que je n'ai pas vu, mais pas dans le sens qu'elles sont plus que moi,
Non, elles sont avec moi. Alors du coup, moi, j'ai la lunette autisme qui me permet de montrer à ces gens-là, avec ma tournure d'esprit, ce qu'elles ne voient pas parce qu'elles plaquent trop de choses. Elles plaquent naturellement des interprétations, enfin, toutes sortes de choses. Mhm. Moi, je peux montrer ma vision euh, peut-être plus directe ou sans tout ce qu'elles ont. Et elles me montrent l'autre versant. Donc, c'est très complémentaire, en fait. Pour moi, il faut les deux. J'ai eu au début de mon parcours, je me suis associée avec d'autres personnes autistes de très bon niveau de fonctionnement et c'était la foire d'empoigne. Et là, j'ai réalisé que deux personnes handicapées au niveau sensoriel ou au niveau moteur qui se mettent ensemble euh, peuvent avoir une plus-value parce qu'elles n'ont pas de problème de communication. Elles vont avoir la possibilité de parler de leurs problèmes sensoriels ou de leurs problèmes moteurs et donc elles pourront s'entraider. Mais deux personnes autistes qui ont elles-mêmes des problèmes de communication, le handicap pour moi, il va se surajouter. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu dans ma vie, dans toutes les rencontres que j'ai pu faire, où on essayait de mettre en place des choses, rien que des autistes entre eux. Donc pour moi, ça ne fonctionne pas, en tout cas dans mon expérience. Par contre, mettre ensemble des personnes autistes avec des personnes non autistes, mais qui connaissent l'autisme, Mhm. voilà. C'est Oui. comme de mettre quelqu'un de sourd avec quelqu'un qui n'est pas sourd, mais qui connaît la langue des signes. Hein. Mhm. Alors, on peut s'apporter tous sa plus-value. Mutuellement, s'apporter quelque chose. Oui, Ceci dit, moi, je tiens quand même à dire que je connais plusieurs couples de personnes autistes qui vivent ensemble, qui ont fondé des familles et tout, et qui s'entendent très bien avec leur propre communication, mais que ça marche. Donc, comme quoi, on peut parfois avoir un regard différent sur une même thématique. Alors ça, c'est très important, le bien vivre ensemble et le construire ensemble. Là-dessus, Daniel, je te rejoins complètement. Le fait d'apporter quelque chose à l'autre et que l'autre nous apporte quelque chose qu'on ne voit pas, oui. qu'on soit totalement complémentaires, parce qu'on fait tous partie de la même humanité. Ce que je veux dire, c'est bien entendu, deux personnes autistes peuvent bien s'entendre, Ouais. mais il y a cette image un peu édulcorée de dire deux personnes autistes vont s'entendre mieux que les Ah, autres. ça, c'est pas sûr du tout, Voilà, parce du que tout. deux personnes Au non autistes, contraire, mais il n'y a oui, aucune garantie. exactement, voilà, c'est ça Groupe que de je veux dire. décoffrage, comme on peut l'être parfois, ça peut être même plus compliqué et Mais avec oui, c'est beaucoup dans plus ce sens-là que je d'étincelles. voulais m'exprimer. Ce n'est pas pour dire que ce n'est pas D'accord, possible. j'ai compris la nuance, mais c'est pas C'est comme ça que je la l'image un vis. peu d'Épinal de se dire deux autistes Ouais. ensemble vont mieux se comprendre. Malheureusement, pas forcément, non. Mais c'est comme deux personnes neurotypiques, hein, il n'y a rien Oui. qui garantit, hein, les différences existent dans tous les êtres humains. Alors, maintenant, s'il y a une personne qui maintenant est en découverte de son diagnostic ou en cheminement, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ah, ta question est trop ouverte. Lui dire Alors, à propos de attends, quoi? il y a des femmes, des jeunes femmes ou des hommes qui contactent Autisme en Action et qui sont en questionnement sur est-ce qu'ils sont autistes ou pas. Ils sont en processus de diagnostic. Et il y a une grosse charge d'angoisse, une grosse charge de questionnement. Qu'est-ce tu pourrais leur conseiller, toi qui as l'expérience, toi qui es passé par là, Moi, de comment vivre oui. mieux? Ce que je conseille à ces personnes-là, ce n'est pas tellement de se focaliser sur le fait d'être ou de ne pas être autiste, mais c'est plutôt de se renseigner sur tout ce qui aide les personnes autistes. Parce que si elles sont dans le questionnement de l'autisme, c'est qu'elles ont reconnu Des signes. similitudes. Et donc, on sait qu'il y a un délai pas possible pour pouvoir avoir un D'attente. diagnostic, mais ce n'est pas le diagnostic qui va changer la vie des gens. À Non, la hein, on est au limite, tout début. Hein. Une fois qu'on reçoit le diagnostic, on est au tout début d'un parcours oui, oui, de découverte. mais c'est comme pour ma fille quand elle était petite. Peu importe qu'on ait le diagnostic ou pas, il fallait lui apprendre à parler. On a mis le PEX en place, j'en parlerai tout à l'heure. Donc ici, si des personnes, moi c'est ce que je conseille aux gens parce qu'il m'arrive d'avoir ce genre de questions,
Je propose aux gens de lire Tony Attwood, le guide du syndrome d'Asperger. Je propose de lire des livres de Theo Peters, de lire des livres de Peter Vermeulen sur la gestion, sur les De émotions, s'informer, les de… scénarios sociaux. Je propose aux gens, alors évidemment le site Participate, je leur dis allez éplucher ce site de long en large par toutes les entrées Oui. possibles. Participer à un site qui apporte toutes les informations, Ah oui, oui, en tout oui. cas beaucoup d'informations, peut-être pas toutes, mais beaucoup d'informations concernant l'autisme, du plus jeune âge à Oui, l'âge oui, adulte, et tout le spectre, parce qu'il faut rappeler que l'autisme, c'est un spectre oui. et qu'il n'y a pas deux personnes les mêmes. Il y a, voilà, donc c'est très important de se renseigner, de s'informer, de Oui. s'instruire. Et à ce moment-là, de déjà à ce moment-là pouvoir avoir Moi, je suis dans le pratico-pratique, hein, c'est vraiment ma Ben, c'est ce que manière j'attends d'être. de toi. Et donc, Il y a autisme en action, autiste en action, oui, autisme en voilà. action, donc ça nous parle. Et donc, ben oui, c'est bien d'avoir la reconnaissance. Mais ce qui est encore plus important, c'est de faire et de ne pas rester immobile à attendre, parce que ça, c'est… C'est terrible, hein. Et Donc, surtout quand les délais, tous ces questionnements, il y a une oui, grande souffrance. Donc, c'est important de s'informer aussi. oui, Et puis oui, peut-être d'aller vers des associations qui sont prêtes à les écouter, à les guider, à les absolument. conseiller, parce que ça, c'est très important. Par qui, par quoi commencer. Et puis, sur les réseaux sociaux, il y a de tout, quoi. Donc, faut un peu trier l'information, la qualité de Moi, l'information. malheureusement, je ne recommande pas les réseaux sociaux. Ah oui, voilà, donc c'est clair. Et moi, je pense que c'est important parce qu'on vit une société où la plupart des gens vont sur les réseaux sociaux. On est quelques exceptions à ne pas… Oui, 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 oui. Ou mais quand je recommande, c'est-à-dire que c'est pas que je ne recommande pas les réseaux sociaux, je recommande je recommande Autisme en Action, je recommande oui, mais je recommande des choses, des, 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 des structures, des gens oui, tout à que je fait, tout connais, à fait, tout parce à fait, que tout à mais bon, fait. j'ai pas la prétention de connaître tout, donc je ne recommande que deux, trois petites choses, quoi. Ouais, Donc, ouais, 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 Participate, Autisme en Action, pour la région de Liège, Autisme Liège, ouais, bon, tout à fait. des choses comme ça, mais En tout cas, ne pas hésiter à aller vers les autres, soit par écrit, si la communication elle est très difficile, donc téléphoner. Je sais que ça peut poser problème à beaucoup de personnes autistes, donc ne pas hésiter à écrire. Je pense que toutes les associations sont motivées pour aider les personnes et répondre oui, à leurs questions. Et si vous êtes parent, la même chose, bien entendu, parce que les parents se posent souvent les questions. Ça, c'est le côté pile. Alors, pour terminer cette série côté pile, qu'est-ce que tu voudrais communiquer? Si tu avais un message à passer, Daniel, concernant l'autisme, ça serait lequel? À nos gouvernants, aux associations, aux parents, au public qui nous regarde. Si tu devais leur dire, livrer un message. beaucoup mieux formés à tout niveau, c'est-à-dire aussi bien les enseignants que le médical, le paramédical, euh, les puéricultrices, etc., pour que l'autisme ne soit plus vu comme quelque chose de mystérieux. Donc, faire des vraies formations dans les cursus de base, mettre en place beaucoup plus de services d'accompagnement dès la petite enfance, l'enfance, mettre en place des structures de coaching pour les études supérieures pour les personnes qui peuvent y accéder, et des structures passerelles, on peut appeler ça comme on veut, mais aussi de coaching par rapport à l'obtention d'un emploi ou aménager les locaux ou les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Donc, voilà, renforcer la formation et renforcer l'accompagnement. Et la Et alors, donc, du compréhension. coup, ben, le soutien en famille. Ouais, ça, c'est très important. Merci, Daniel, pour ce partage. On se retrouve pour le côté face pour la prochaine visioconférence. À tout de suite. Merci. Merci beaucoup. À tout de suite. Bonjour et bienvenue dans notre série de visioconférences sur l'autisme, regard croisé.
Et nous avons eu le plaisir de recevoir Danielda, vous avez vu le côté pile, et maintenant c'est le côté face. Danielda, merci de participer à ces visioconférences. Tu as témoigné de ton parcours en tant que femme autiste. Et là maintenant, je voudrais que tu nous apportes l'autre versant de ta vie, le côté face, et que tu nous parles un peu de ce qu'est la grande dépendance. Tu es maman d'une enfant autiste avec retard mental et d'autres particularités. Et je voudrais que tu nous parles un peu de la situation de ce que j'appelle les sans-voix, ceux qu'on ne voit jamais, ceux dont on ne parle jamais, ceux dont on ne tient pas ou peu compte des besoins et à qui on fait très peu de place dans notre société. Voilà, je te laisse la parole. Merci Flora, bonjour à tous, à toutes. Merci pour cette tribune, pour nos enfants, et petits et grands. C'est vrai, les sans-voix. C'est vraiment bien trouvé comme expression. Les sans-voix parce que eux, quand ils s'expriment, ben, souvent ils n'ont pas de langage, ils n'ont que des cris, des troubles du comportement. Et c'est ce qu'on en voit. Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qu'ils sont quand ils sont bien accompagnés, bien pris en charge, quand ils sont des milieux qui sont bien adaptés. Ils peuvent montrer des trésors de compétences, d'autres intelligences, d'intelligence émotionnelle. Ils peuvent donner tellement de plaisir et de bonheur. Encore faut-il leur donner la chance de pouvoir le montrer et l'exprimer. Donc voilà, moi je suis maman de Natacha, qui a maintenant 23 ans, et pour qui ben, ça a été extrêmement compliqué dès le départ. D'abord, une grande errance médicale parce que j'étais ballottée d'un endroit à l'autre. Un coup, elle était IMC, un autre coup, elle était retard de développement psychomoteur, et puis retard de maturation des voies visuelles. Et puis, je ne sais pas tout quoi, mais enfin, bon, finalement, à 4 ans, on est arrivé au SUSA. Et SUSA, qui est le centre de diagnostic pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Voilà, donc le centre d'évaluation de l'autisme de l'université de Mons, qui à l'époque était, je pense, le seul centre de Wallonie. Oui, le centre de référence n'était pas encore là. Et donc, le diagnostic d'autisme est posé, et surtout, l'évaluation, le profil psychoéducatif de ma fille est défini, c'est-à-dire qu'elle est évaluée au niveau de tous les grands axes de développement d'un enfant, c'est-à-dire le développement psychomoteur, motricité globale, motricité fine, les compétences de communication, de langage, la poursuite oculomotrice, enfin vraiment tous les axes de développement d'un enfant. Et donc là, on voit qu'elle est très très bas au niveau de son développement. Elle est à peine à quelques mois, jusqu'à un an et demi, alors qu'elle a déjà 4 ans. Mais à partir de ces évaluations, on peut mettre en place des programmes de rééducation et d'accompagnement très ciblés qui permettent d'avancer pas à pas, petit à petit, avec des actions concrètes. À l'époque, je fais partie d'une petite ASBL qui a été mise en place par quelques parents liégeois, parce que je viens de Liège. On se débrouille pour pouvoir engager 3 professionnels, une éducatrice spécialisée, une logopède, une psychologue, que l'on fait former par le SUSA. Oui, Nicole Grévis nous en a parlé lors de la présentation d'Autisme Liège. Pour pouvoir à la fois stimuler nos enfants quelques heures par semaine et permettre qu'ils soient intégrés à l'école maternelle à l'époque, puisqu'ils sont tous petits. Et c'est ainsi que Natacha, bon, ben, elle va à l'école maternelle le plus longtemps possible, c'est-à-dire jusqu'à la 3e maternelle, mais là, bon, son décalage au niveau du développement est devenu trop important, elle avait besoin de structures plus spécialisées. Mais, mon Dieu, que de disputes avec les médecins, que de réunions. Alors,
J'ai à la fois rencontré des personnes extraordinaires, notamment la directrice de la crèche où était ma fille, qui a vécu avec moi et les puéricultrices l'annonce du diagnostic et la mise en place de tout ce qu'on a pu. Mais alors, oui, des institutrices géniales. Mais alors, des gens absolument. Et je Enfin, je me pense, souviens d'une voilà. psychomotricienne qui me dit un jour, ma fille avait 3 ans, je suis envoyée là par le neurologue, le neuropédiatre pour faire le bilan de la psychomotricité de ma fille. Il faut savoir que Natacha ne savait pas mastiquer, elle gobait. Et quand on essayait de lui montrer comment faire, elle faisait comme ça, elle gobait et puis elle faisait. Mm. Donc, elle voyait qu'on faisait un mouvement comme ça en mangeant, mais elle ne comprenait pas ce qu'il fallait faire. Donc, on lui mettait la cuillerée en bouche, elle avalait, puis elle faisait ça. Donc, vraiment, elle ne comprenait pas. Entre parenthèses, elle a suivi pendant plusieurs années une rééducation orofaciale donnée par une psychomotrice qui travaille normalement avec les grands prémats pour stimuler la Tout à mastication, fait. On tire la réflexe. langue, on la rentre, on tire Voilà. la langue, on remuscle le contour. Oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, elle a appris à mastiquer, elle a appris à coordonner. Je mastique les petits morceaux et puis Voilà. j'avale. C'est important que les parents qui nous entendent sachent qu'il y a quand même des Ah oui, 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 techniques oui. Et ça, c'était qui il y a peuvent 20 vraiment ans. bien Donc, aider. mais là, il fallait chercher. On ne savait pas encore à l'époque, on ne mettait pas encore en avant, comme maintenant, tous les problèmes sensoriels dans l'autisme. Donc, moi, j'y suis allée de briques et de broc, comme beaucoup de parcours. J'ai bricolé, j'ai cherché, j'ai fait mon marché. Oh là là, quelle affaire. Mais donc, la psychomotricienne, pour revenir à mon exemple, me dit, mais madame, vous ne devez pas mixer la nourriture de Natacha. Elle doit mordre à pleines dents dans la vie, au sens propre comme au sens figuré. Oh mon Dieu. Là-dessus, je la regarde et je dis, mais alors quoi, je laisse mon enfant mourir de faim? Ouais. Ah Ou non, mais c'était des d'étouffer. trucs, bon, Ah voilà. ouais, ouais. Et toute l'enfance de Natacha a été jalonnée à la fois de personnes extraordinaires et à la fois de personnes absolument abominables. Ouais. Elle Ça, a c'est fait de le la, parcours de beaucoup de parents, malheureusement. elle a fait de la psychomotricité, de la kiné sous forme de psychomotricité dans l'eau, une fois par semaine pendant au moins 6 7 ans. Et ça, ben, sans le savoir, on a travaillé tout l'aspect sensoriel. Maintenant, c'est pris en compte dans les programmes de rééducation. À l'époque, pas, mais je trouvais que j'avais eu connaissance de cette pratique et de cette dame qui travaillait en piscine dans un centre de rééducation fonctionnelle. Eh bien, il a fallu 2 ans pour que la dame arrive à ce que Natacha accepte spontanément de lui donner son pied dans l'eau. Elle se recroquevillait. Elle avait une sensorialité tellement forte. Elle ne supportait pas qu'on la touche. C'était beaucoup trop violent pour elle. Donc, au bout de 2 ans, elle a accepté de donner son pied. Donc, c'était une grande, grande victoire. Natacha, en fait, elle adorait les câlins. Alors, on me disait, elle n'est pas autiste, elle veut bien qu'on la touche. Non, c'est pas ça. Elle adorait les câlins à condition que ce soit elle qui les initie. Mais si on allait vers elle et qu'elle était surprise, c'était intolérable. Et là, je me reconnais parce que c'est un peu pareil, hein, même si c'est à un autre niveau et que je sais beaucoup mieux que Gérer. gérer. Mais quand je vais dans un autobus, je me mets en condition, je sais que je vais bousculer, toucher ou fichonner. Oui. Mais si je suis chez moi et que mon amoureux aurait voulu venir derrière moi en catimini pour me faire une petite Hmm. et me faire un, mais Ouais. je suis capable de me retourner, de faire ça, quoi. Je crois qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître dans cette Donc, mais réaction. alors tout le monde peut dire, ah ben oui, moi aussi. Ok, sauf que c'est la somme de tous ces moi aussi, moi aussi, moi aussi, qu'on a beaucoup plus que tous les autres, qui fait Hmm. qu'on a le diagnostic d'autisme. Enfin, revenons à Natacha. Euh, Ça a été l'errance aussi dans la prise en charge, même si on avait le SUSA qui nous accompagnait, Autisme Liège qui nous accompagnait, c'était beaucoup trop peu de prise en charge. L'enseignement spécialisé, ben, les instituts faisaient ce qu'elles pouvaient, mais ce n'était pas vraiment un enseignement dédié à l'autisme. Donc, au bout de 2 ans, à chaque fois, Natacha avait épuisé les ressources qu'on pouvait lui proposer. Et même si je me suis chaque fois trouvée avec des institutrices extrêmement motivés. J'ai eu la chance d'avoir vraiment des gens très, très chouettes qui allaient à des formations,
qui partageaient avec moi et avec l'Autisme Liège les infos, qui se formaient. Mais elles étaient quand même limitées à la fois dans leur connaissance professionnelle, parce qu'elles n'avaient pas que Natacha, elles avaient d'autres enfants. Et puis quand j'étais dans des structures dédiées à l'autisme, des structures qu'on appelait Teach, donc dans l'enseignement plus spécialisé pour l'autisme, il n'y avait pas assez de monde. On se retrouvait dans toutes les humanités de Natacha, je veux dire humanité, donc la période de 12-18 ans. Elle s'est retrouvée dans un établissement donc avec une classe pour autistes, où ils étaient 7-8 autistes, pour la plupart très sévères. Natacha était une des seules à avoir du langage fonctionnel très basique, mais bon, elle est capable d'une bonne communication, on va dire ça comme ça. La plupart des autres jeunes incontinents, avec des gros troubles du comportement, et les instituts, elles étaient sur la semaine, 2 mi-temps et un temps plein. Donc, elles étaient à 1h30 par jour pour s'occuper de tout ce groupe-là. C'est pas possible. Donc, au mieux, c'était du gardiennage avec de temps en temps. Alors, évidemment, il y avait une psychologue qui venait, une logopède qui venait, etc. Mais c'était beaucoup trop peu. Oui, c'est totalement insuffisant. C'est vraiment insuffisant. Donc, moi, je voudrais dire en filigrane tout au long de cette prise de parole que tu m'offres qu'il faut absolument, absolument taper sur le clou. On manque encore aujourd'hui, même si ça a beaucoup évolué, il faut quand même reconnaître les progrès, mais on manque encore de manière cruciale depuis le début, de centres de diagnostic, de crèches, pas forcément des crèches spécialisées, mais de personnes formées dans des crèches pour accueillir les bébés, voilà, d'enseignement, enfin, depuis la maternelle, le primaire, le secondaire, que ce soit dans l'enseignement spécialisé ou l'enseignement ordinaire en fonction de l'endroit du spectre où se trouve l'enfant, les études supérieures, l'UNIF, le milieu du travail. Il manque de tout partout. Il manque de formation au niveau des professionnels, il manque de soutien au niveau des familles qui s'épuisent, il manque de structures répit. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir avoir de la place 2-3 fois par an dans les séjours répit de la deuxième base, qui est une structure qui ne s'appelle plus comme ça maintenant. Je pense que c'est Suzanne en Blou. Je pense que ça a changé, mais j'aurais pu. C'est une maison répit. On va faire les recherches et on mettra oui, en soutien. c'est une maison répit spécialisée en autisme où Natacha est allée pendant toute son adolescence, mais au mieux, elle allait un week-end et puis un camp de quelques jours et puis encore un autre week-end par an, tellement il y a de la demande. Il y a beaucoup de parents qui n'ont même pas cette chance-là. Eh bien voilà, oui, oui. Il faut en parler que pour pouvoir récupérer, pour pouvoir accompagner son parent, son enfant, il est important qu'on puisse offrir du répit et aux personnes autistes et aux familles, quoi. C'est vraiment ça. Alors, Natacha, ce n'est pas Natacha qui a posé problème. Natacha, c'est une enfant comme les autres. C'est le handicap de Natacha mal pris en charge par notre société qui a été un véritable tsunami dans ma vie. Parce que Natacha, maintenant… Daniel, un instant. Ça, je crois que c'est très important que tu le répètes. Oui. Parce que ça, c'est une phrase qui n'est pas assez entendue et qui, pour moi, est essentielle. Je dirais que si toutes les vidéos et toute la campagne que nous faisons, si on pouvait retenir ça, ça serait vraiment… Donc, tu peux la répéter? Oui. Ce n'est pas Natacha qui a posé problème dans ma vie. Natacha était une enfant comme les autres. Elle est devenue une adolescente comme n'importe quelle adolescente et c'est une jeune adulte comme n'importe quelle jeune adulte. Mais elle a un handicap et ce handicap, c'est lui qui, mal pris en charge par notre société actuelle, a été un véritable tsunami dans ma vie. C'est les conséquences du handicap de ma fille qui ont posé problème. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, elle vit dans un établissement, je peux le citer? Oui, je t'en prie. Elle vit à la Cité de l'Espoir, qui est une institution à Andrimont, dans la région de Verviers, où c'est une grosse institution où il y a 23 ou 25 foyers de vie, hein, mais donc une institution où on connaît l'autisme,
où ma fille est prise en charge de manière adéquate, avec des hauts, des bas, etc. Bien sûr. Mais en attendant, elle est dans un milieu épanouissant pour elle. Elle est heureuse. Elle montre des tas de choses positives. Elle rend des gens heureux autour d'elle. Moi, je peux travailler maintenant. Je vois ma fille très régulièrement. Ce n'est pas comme si je l'avais parquée quelque part et puis que maintenant, ben, oups, je vis ma vie. Non, je suis encore et toujours partie prenante de la vie de ma fille, mais comme de mes autres enfants adultes. Je la vois pour le moment dans le cadre du Covid 1 heure par semaine parce que c'est C'est très particulier. cadré. Voilà, c'est cadré, mais n'empêche, je continue à la voir de manière très régulière. Et donc, Natacha est heureuse, épanouie, a extrêmement peu de troubles du comportement. Quand elle en a, on sait trouver pourquoi et y remédier. Donc, son handicap dans son milieu de vie, il est quasiment inexistant parce qu'elle est dans un milieu qui est adapté, avec des gens compétents et avec suffisamment d'activités qui lui sont proposées. Donc, ce n'est donc pas Natacha le problème, c'est Prise en charge. la prise en charge et la qualité de la vie qu'on peut lui offrir. Et moi, sa maman, avec tout l'amour que j'ai pour elle, j'étais incapable de lui offrir à moi toute seule toute cette qualité de vie dont elle avait besoin. Ce qui est important dans ce que tu dis, c'est que quand il y a un enfant qui se présente dans une famille avec tant de besoins, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit il y a un cadre bienveillant avec des personnes expérimentées, avec des accompagnants, avec des professionnels qui connaissent l'autisme et qui va permettre à cet enfant de progresser et s'épanouir, soit avec le crédit qu'elle a à sa naissance et le mauvais accompagnement, avec les professionnels pas bien formés et pas informés, non seulement ce qu'elle a à la base est, mais on lui rajoute un surhandicap à elle et à la famille. Exactement. Et ça fait des adultes avec énormément de difficultés qui posent problème à la société. Il faut le dire. Oui, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. On surajoute le handicap. Ma petite fille, on a eu cette chance que tous n'ont pas. Et ça, personne n'est responsable, c'est comme ça. Elle a eu cette chance d'avoir une personnalité extravertie et très attirante. Voilà, elle a quand même eu cette énorme chance dans sa vie. Elle est assez jolie, on va dire. Ah, je confirme, elle est mignonne. Elle est continente. Ça fait beaucoup aussi dans le regard que les gens ont sur elle. Et elle a marqué les gens qui l'ont côtoyée. Ben, pour simple exemple, j'avais fait sur Facebook une page dédiée à Natacha que j'avais appelée Quand l'autisme invite l'humour, un jour où moi j'étais très démoralisée en me disant je vais un peu montrer le quotidien de ma fille dans ce qu'il est, mais en le tournant d'un côté humoristique. Et bien ça, avec mon Facebook, j'ai retrouvé sur mon Facebook, depuis les puéricultrices de l'équipe de Natacha, toutes les 4, c'est quand même extraordinaire, hein, les éducatrices de la garderie Pi, ces institutrices de l'école spécialisée des castors, de l'IROF où elle est allée en humanité, je ne sais pas, pardon si j'en oublie, hein, des gens, oui, les garderies Pi de la CFD qui venaient de temps en temps 1 heure par semaine pour aller voir le magasin des poissons et les lapins avec elle. Je ne sais pas. Et alors, des mamans qui l'ont connue. Donc, tous ces gens qui ont donné d'eux-mêmes et qui continuent à la suivre, pour moi, c'est une belle reconnaissance. Mais malgré tout ça, Natacha enfin, pas Natacha, les conséquences du handicap de Natacha ont causé beaucoup de dégâts dans la famille, ont causé beaucoup de dégâts vis-à-vis des sœurs que je n'ai pas négligé, je ne peux pas dire ça. Oui, la fratrie, on en parle. Mais
c'était toujours Natacha qui conditionnait tout. Je me souviens en vacances, on veut aller au McDonald's, on n'a pas cité, comme on dit. Ben, on n'allait plus que par le drive-in parce qu'on rentrait, on voulait commander notre truc. C'était la folie, il fallait ressortir. Euh, les petites devaient toujours passer après Natacha. Et voilà, quand on a un bébé qui ne passe pas ses nuits, ben, il ne passe pas ses nuits, tout le monde est réveillé dans la maison, mais on sait que ça va bientôt finir. Natacha, c'est à vie. Les difficultés, elles sont à vie. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est important pour les parents qui nous entendent, aussi lourd puisse leur paraître l'handicap de leur enfant, aussi complexe, c'est quand même toujours de garder espoir et un regard positif et surtout, 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 se faire accompagner, choisir les accompagnements. Ce qui n'est pas normal, c'est que ça doit venir des parents. Là, je trouve que l'État a une responsabilité et qu'il serait censé mettre. Moi, je me rappelle toujours cette phrase, je pense que c'était au Peters qui avait dit, quand on lui avait posé la question pourquoi il s'était engagé dans l'autisme et tout, il disait qu'il trouvait très grande différence entre une maman d'un enfant autiste en Angleterre qu'une maman d'un enfant autiste en Belgique. Il disait que la maman autiste en Belgique, elle avait au bout de sa vie. Elle était épuisée, elle n'avait plus de vie. En Angleterre, les mamans avaient des vies sociales, elles avaient des professions, elles avaient des tas de choses. Et donc, on se rend bien compte que c'est la responsabilité de la société, quoi. Ah, mais moi, je voudrais rendre hommage à l'institution où Natacha se trouve maintenant. C'est que grâce à cette institution, je peux revivre tout en n'ayant pas du tout un sentiment de culpabilité par rapport à ma fille. Moi, je ne l'ai pas placée à la Cité de l'Espoir. Je l'ai confiée à la Cité de l'Espoir parce que la Cité de l'Espoir permet une vie de qualité à ma fille. Ce n'est pas Enfin, j'ai eu la chance que ce soit un choix de qualité. En réalité, au départ, j'ai pris la première place qui se présentait. J'étais au boulot. J'ai eu la chance énorme que ça convienne à ma fille. Maintenant, la Cité de l'Espoir pourrait ne pas convenir à un autre jeune. Ça peut arriver. Il faut dire, Daniel, qu'il y a beaucoup d'adultes qui sont en attente de solutions. Ah oui, mais c'est ça. Il y a des listes d'attente et que tous les centres ne sont pas idylliques et tout. Et donc, il faut développer des solutions autres, des petites structures, comme il y a un peu en Hollande, comme il y a un peu, même en région flamande, les Thomas Huys, où c'est des petits groupes de 8 personnes encadrées avec 2 ou 3 ou 4 éducateurs spécialisés, toute une équipe. Il faut vraiment des habitats, il faut vraiment diversifier, il faut répondre à la demande. Parce que mais justement, ça, je voudrais en parler de l'offre. D'abord, il faut une offre beaucoup plus grande pour que l'on puisse vraiment choisir. Comme je viens de dire, la Cité de l'Espoir pour ma fille, c'est ce qui lui convient, mais je n'ai pas eu le choix. J'ai eu un bol, enfin, elle a eu un bol inimaginable de tomber directement là où ça lui a convenu. Mais voilà, ce n'est pas normal de ne pas avoir le choix. Autre chose, à la Cité, ben, ils ont mis en place des petites structures en ville avec des personnes qui y vivent et qui s'y épanouissent. Moi, je n'ai pas voulu cette solution-là pour Natacha. J'ai préféré qu'elle reste dans la grande structure. Alors, ça peut paraître étonnant, mais il faut savoir que Natacha, elle a un GPS dans sa tête, elle est capable d'aller partout. Mais si on veut la laisser circuler dans le quartier pour aller à la boulangerie avec un petit mot qu'elle pourrait donner, etc., il faut bloquer le quartier. Parce que si elle voit une voiture qui traverse et que de l'autre côté, il y a un chien ou quelqu'un qu'elle connaît, elle va traverser même si on y a… Oui, donc voilà. C'est ce qui lui convenait le mieux. Tandis qu'à la Cité, elle peut, quand ses activités sont finies, elle peut quitter son lieu de vie pour aller à la lingerie, à l'infirmerie, à ceci, cela. Et donc, elle s'est fait tout un réseau parmi les professionnels. Elle va voir hors Covid. Hein. Elle va voir l'assistante sociale, elle va du côté des logos, enfin bon, bref. Elle a pu se faire tout son petit monde, tout son petit réseau qu'elle ne pourrait pas se faire si elle habitait dans une structure en ville, parce que là, elle aurait besoin, si elle veut aller quelque part, d'avoir un accompagnement. Donc moi, je préfère qu'elle soit
grande structure, sachant que la cité a des activités à l'extérieur très souvent. Natacha va faire les courses, puis moi je sors aussi avec elle. Elle n'est pas cloîtrée. La cité est Ouais. ouverte vers l'extérieur. Hein, bon. Mais donc, voilà. Pour Ouais. Natacha, j'aime bien cette grande ville Mhm. protégée. Mais pour d'autres, il faut une plus petite maison dans une ville. Et encore d'autres, il faudra encore d'autres choses, des appartements supervisés, des maisons Mais il collectives. faut créer parce qu'il y a un manque crucial et il y a un Voilà. manque. Et aussi, avant d'en arriver là, pour permettre à nos enfants de rester le plus longtemps possible dans l'ambiance familiale ou même pour prendre leurs propres ailes, je pense qu'il y a une chose qu'on ne parle pas souvent, c'est que nous, parents, on doit se former. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est un chapitre qui est très important, je pense qu'il faut aborder. C'est la formation. Parce que quand on va voir un spécialiste, le spécialiste voit notre enfant 1 heure, voire 2 heures. Mais après, nous, à la maison, on l'a H24. Donc, il est très important que les parents se forment. Mais là, tu me fais penser à quelque chose, hein, Florin. Tout le monde, dans le milieu médical, scolaire, etc., va trouver tout à fait normal et va presque, oui, ça va de soi, que des parents d'enfants aveugles apprennent le braille ou que des parents d'enfants sourds apprennent la langue des signes s'ils le souhaitent ou un moyen de communication alternatif. Ça va paraître normal à tout le monde. Il y a des cours en langue des signes un peu Tout partout à fait, je que l'on trouve confirme. très facilement. Et pour l'autisme, quand on veut se former, d'abord, on nous prend pour des mères un peu hystériques qui veulent savoir tout mieux que tout le monde. Ça peut paraître caricatural, un peu parano ce que je Et ce n'est dis, pas gratuit. Il n'y a pas des formations mais on m'a gratuites. déjà dit, mais enfin, madame, laissez un peu ça aux spécialistes. Hein. Bon, bref. Tout à Mais fait. non, moi, je veux comprendre mon enfant, je veux m'adapter et pouvoir lui apporter ce dont il a besoin. Une de mes filles, ma fille aînée, malheureusement, a développé un diabète de type 1 quand elle avait 12 ans. Eh bien, la première chose qu'on a fait à l'hôpital, les premiers 15 jours de sa première hospitalisation, c'est de nous faire venir tous les matins, le papa et moi, pour nous donner des cours de gestion du diabète, apprendre à calculer les doses de repas, d'insuline, faire les piqûres et tout ça. Mais en autisme, ça paraît aberrant que les parents veulent se former. On a eu une petite interruption, on reprend. Daniel, je reprends exactement ce qu'on parlait. C'est que par rapport à la prise en charge des handicaps et les accompagnements, l'autisme est le parent pauvre de la famille des handicaps. Je vois bien par rapport à des bénéficiaires qui viennent nous contacter que par exemple une personne malvoyante, elle a tout un service d'accompagnement, d'aide sociale et autres qui vient et qui l'accompagne dans son quotidien. Pour une personne malentendante, il y a la même chose. Pour une personne tétraplégique aussi. Donc, attention, je ne nie pas qu'ils ont encore des problèmes, ils ont encore des besoins. Mais par contre, pour l'autisme, c'est un no man's land, rien du tout. Il n'y a rien qui est prévu de manière automatique, gratuite et systématique pour les enfants autistes et les personnes autistes. Il n'y a pas de service qui accompagne de A à Z. Ça soit des services de diagnostic, soit des services qui donnent des informations, mais il n'y a pas cette prise en charge de manière systémique où l'enfant est accompagné au quotidien, que ce soit à l'école, que ce soit au niveau de sa santé, que ce soit au niveau de sa vie sociale et familiale, affective, et aussi que les parents aient tous les accompagnements et les formations. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, mais je suis complètement d'accord. Moi, j'ai pu m'en sortir avec ma fille dans la mesure où j'ai été piochée par moi-même au prix d'une énergie dingue, ce dont j'avais besoin, mais je ne sais pas comment j'ai pu trouver tout ça. Et c'est scandaleux, On demande parce aux qu'effectivement, parents de se substituer au rôle que l'État devrait prendre en eh charge. bien, voilà, mais j'ai pu me rendre compte de ce gouffre quand ma fille, malheureusement, a déclaré son diabète, ma fille aînée. Eh bien, là, tout de suite, dès l'hôpital, dès le diagnostic, une infirmière est venue nous dire quelle démarche il fallait faire par rapport aux allocations familiales, par rapport à la reconnaissance du handicap, Oui. que sais-je, moi, comment mettre en place le suivi médical. On a eu une diététicienne, on a eu, enfin, tout ce qui concernait
le volet Oui. médical du diabète. Mais alors, en plus de ça, dans l'équipe du suivi, il y avait une psychologue. Elle pouvait avoir aussi des aides à l'école pour informer les autres personnes, aussi bien les enfants que les enseignants, etc., etc., etc. Mais pour l'autisme, c'est moi qui ai mis en place tout ça. C'est moi qui étais le pilier, le moteur, avec des associations bénévoles ou des associations comme Autisme en Action. Il y avait le SUSA qui a, même toujours maintenant, un service d'aide précoce, d'accompagnement et pour les adultes, mais c'est quelques bénéficiaires. Il y a un service alter ego dans la province de Luxembourg, mais c'est quelques bénéficiaires. C'est pas ça qui va aider toute la Voilà, Belgique. c'est toujours au compte-gouttes et c'est franchement pas suffisant, Mais pas assez, voilà, et il n'y a pas assez de moyens en fait. il n'y a pas assez de Disons, il n'y a moyens. pas assez de moyens, il n'y a pas assez de formation. L'accompagnement, quand on voit que la logopédie en Belgique n'est pas remboursée pour certains cas, il faut quand même, on jette le pavé dans la mare. Il faut dire que ce n'est pas normal. N'importe quel Or, enfant de notre société, la logopédie, c'est essentiel. Mais dans l'esprit des gens, la logopédie, c'est il faut savoir parler. Mais non, la c'est logopédie, plus que c'est ça. apprendre à communiquer. Ce n'est pas seulement parler. La communication, elle est de toutes les manières possibles. Ma fille a été vraiment sauvée par par le fait que j'avais été formée à une méthode de communication à l'aide de pictogrammes avec le Oui, système, la méthode alternative. PEX. Mais ce sont des logopèdes qui m'ont appris la méthode PEX que j'ai pu mettre en place avec ma fille. C'est Normalement, il inimaginable. faudrait que chaque parent puisse avoir accès de manière tout à fait gratuite à tous ces accompagnements et ces mises en place. Et on voit bien que dans certains pays, j'étais très étonnée qu'une maman espagnole un jour vienne chez nous, à Autisme en Action, et me montrer les prises en charge qu'il y avait en Espagne. Donc, son enfant est inclus dans l'école. Et dans l'école, il y a des logopèdes qui viennent, des ergothérapeutes, des psychologues et tout. Tout le packaging est fait dans le cadre de l'école plus en dehors, et tout est pris en charge par l'État espagnol. Et la maman devait débourser très peu par mois. On avait fait une échelle de comparaison parce qu'elle voulait demander une demande pour quitter la Belgique et aller vivre en Espagne avec son enfant, et on pensait que, vu le cas, sa demande était basée sur le fait que son enfant a des besoins spécifiques et que la Belgique ne pouvait pas répondre à ses besoins. Et on s'était rendu compte, en fait, que si elle devait mettre ce suivi-là ici, en Belgique, à Bruxelles, le même suivi qu'il y avait en Espagne, ça lui coûterait au minimum 600 € par mois. C'est juste Ouais. impossible. Impossible. Et encore, il y avait des accompagnements qui n'existent même pas en Belgique. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à changer. Et moi, j'ai parlé ici de ce qui est le minimum vital, mais il faut aussi penser à tout ce qui est culturel, loisir, qui permet Le l'épanouissement sport, d'une comme si personne. Oh on là était là. un enfantis, on n'avait pas le droit à faire du sport et culture. Il y a vraiment beaucoup. Alors, le temps presse, malheureusement, j'aurais voulu tellement rester plus longtemps et donner tellement plus de place à nos enfants. Je voudrais, et je pense, Daniel, que tu as un mot à dire aux parents des enfants extraordinaires, à nos sans-voix. Vraiment, si tu as un message à passer. Moi, j'ai envie de dire de toujours garder espoir, il y a toujours quelque chose à faire. Nos enfants sont des trésors, mais ils ne peuvent le montrer que s'ils sont bien. Et c'est vraiment ça qui est compliqué. Euh, il faut être solidaire aussi et ne pas croire, ne- comment vais-je dire, il n'y a pas un bel autisme et un autisme des bas-fonds. C'est l'autisme, c'est une grande famille et vraiment, on doit tous aller dans le même sens. Mais les enfants qui n'ont pas, les enfants qui deviennent des adultes, qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer, on doit les aider, on doit les porter, Plus on que doit être jamais, là on pour doit eux. mettre vraiment le focus sur leurs besoins et Oui, vraiment oui. leur donner la parole qu'ils n'ont pas forcément comme les autres. Ils sont là parmi nous et ils ont aussi beaucoup de choses à nous apporter.
oui. car ce sont des trésors, ce sont des diamants bruts, quoi. Puis moi, je voudrais qu'on voit, enfin moi dans ma fille Natacha, eh bien c'est comme chez ses sœurs, moi je vois sa petite parcelle d'humanité, c'est un trésor. Tout à fait. C'est mon enfant, c'est ma grande fille, maintenant elle est dans sa vie d'adulte, j'estime qu'elle ne peut plus vivre avec moi comme ses autres sœurs. C'est moi qui ai dû couper le cordon parce qu'elle ne l'aurait jamais coupé. Mais je reste son partenaire, je reste sa maman, son partenaire central de vie, puisque c'est comme ça. Dans sa tête, ben voilà. Mais voilà, je lui ai permis, avec toutes les personnes qui ont été à mes côtés, je lui ai permis de développer son autonomie, de développer son autodétermination. Donc, ce ne serait même que de pouvoir choisir entre une tartine à la fraise ou une tartine au chocolat. Mais elle est dans un milieu où elle a la possibilité de faire ça. Donc, voilà, il y a toujours quelque chose à faire dans le respect. Tout à fait, dans le respect et Je ne sais surtout… pas quoi dire comme mot de la fin, Flora, parce qu'il y a tellement de choses à dire. C'était à toi, mais tu me renvoies la balle. Moi, ce que j'aimerais partager avec les uns et les autres, c'est de dire… c'est des cadeaux, malgré les douleurs et les souffrances que j'entends, et je peux me permettre de le dire parce que ma fille a 30 ans maintenant, et même si elle n'est pas ce que l'on peut rêver d'avoir comme enfant, j'ai tellement appris à travers elle. Elle m'a appris, souvent on a des maîtres à penser, on a des philosophes ou des autres, et moi j'aime à répéter aux uns aux autres que mon école de vie et mon maître à penser, c'est Anaïs. Chaque jour, elle réinvente, c'est un nouveau jour. Elle est pleine d'amour, elle n'a aucune once de malignité et c'est un cadeau permanent. Et ils ont droit, tous nos enfants ont droit à leur place parmi nous tous. Alors, J'aimerais quand même rajouter quelque chose. Maintenant, ah, ça m'est venu. On m'a déjà demandé, tu n'aurais pas mieux aimé que Natacha n'ait pas son handicap. Et puis, alors moi, je réponds, mais si elle n'avait pas ce handicap, ce ne serait pas Natacha, ce serait une autre personne que j'aimerais tout autant, mais ce ne serait pas elle. tout à Et fait. elle, je l'aime pour elle. Voilà, c'est comme si on me demandait, est-ce que tu n'aurais pas voulu qu'Odile soit plus ceci ou… Ce sera Voilà, le mot de la fin. Merci Natacha, c'est Daniel. Natacha. Ouais, Natacha et Natacha. Et nos enfants sont des trésors. Oui, Chers parents qui nous regardez, je vous invite vraiment à garder courage, oui. à aller les uns vers les autres, à ne pas hésiter à demander du soutien via les associations et certains réseaux sociaux qui peuvent vous amener la parole et le soutien entre parents. Il y a des groupes de parole, n'hésitez pas, ne restez pas isolés et surtout gardez confiance. À très bientôt. Merci. Merci, Flora. Merci Daniel, à bientôt.